Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle chapitre par chapitre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cet avant-dernier épisode avant la fin de ce roman. Installez-vous confortablement. Rappel des chapitres précédents. Dans le chapitre 48, Marianne souhaite vivement retourner à la chaumière. Une fois la proposition faite, leur voyage est organisé. Le colonel Brandon leur prête même son carrosse. En arrivant à la chaumière, Marianne a prévu un programme pour réparer le temps perdu, qui est composé de lecture, musique et de ballades. Lors d'une balade, Marianne émet le souhait de connaître le cœur de Willoughby, a un doute au fond d'elle. Elle voudrait savoir s'il était vraiment si cruel et qu'il s'est servi vraiment d'elle et n'ayant aucun sentiment pour elle. Elinor en profite pour révéler toute la vérité sur la visite surprise de Willoughby lorsqu'elle était malade. Elles sont toutes les deux libérées d'un poids. Dans le chapitre 49, Marianne a demandé à Elinor de révéler toute l'histoire de Willoughby à leur mère. Elles en arrivent à un point que de toute manière Willoughby est un pur égoïste et qu'il n'aurait de toute façon pas été heureux avec Marianne, n'ayant pas assez de fortune. Et lors d'un dîner, leur domestique Thomas leur apprend que Édouard a enfin épousé mademoiselle Lucy Steele. Elinor est profondément triste, mais elle a le soutien de sa famille. Raison et sentiment, chapitre 50. Elinor éprouva bientôt la différence qu'il y a entre l'attente d'un fâcheux événement et la certitude. Elle s'avoua qu'en dépit de sa raison, elle avait toujours admis un léger espoir tant qu'Edward ne serait pas marié, qu'il arriverait quelque chose qui romprait son mariage avec Lucy, soit des réflexions sur le caractère de cette jeune personne, soit la médiation de quelques amis, soit quelques établissements plus avantageux pour Lucy. Mais maintenant, tout était fini. Ils étaient mariés et elle condamna son propre cœur de cette flatterie cachée qui augmentait encore sa peine. Jamais elle n'avait mieux senti combien Édouard lui était cher qu'au moment où elle devait y renoncer pour toujours. Elinor sentait en conscience qu'elle ferait son bonheur puisque toute sa conduite annonçait qu'il lui était tendrement attaché. Elle sentait à présent combien elle s'était bercée de chimères et que son bonheur était évanoui sans retour. Elle ne comprenait pas ce qui avait pu décider Édouard à se marier aussi vite, vraisemblablement avant sa consécration, et ne pouvant encore aller habiter son presbytère. Mais elle savait combien Lucie était vive et active quand son intérêt personnel était en jeu. Ils s'étaient mariés à Londres et ils allaient sûrement passer quelque temps chez leur oncle Pratt, en attendant qu'ils eussent une habitation à eux. La pauvre Elinor soufflait autant pour lui que pour elle-même. Du moins elle était libre, mais lui, avec qui était-il associé pour la vie? Elle aurait bien pu dire aussi, comme Marianne disait de Willoughby, pauvre Édouard, privé pour toujours du bonheur domestique. Elle supposait qu'il serait bientôt établi à Delafort. Elle se les représentait dans leur joli presbytère, si bien arrangé par les soins de leur protecteur. Elle voyait Lucie, active et ménagère avec vanité, unissant une apparence d'élégance et de dépense devant les étrangers. À la frugalité la plus parcimonieuse quand ils seraient en tête-à-tête, économisant sou sur sou pour briller quelques mois d'hiver à Londres, et laisser son mari seul à ses devoirs de pasteur, causant familièrement avec tous les paysans, et exigeant d'eux avec rigueur leur redevance, ne donnant jamais rien et recevant tout. Poursuivant sans cesse son intérêt personnel, ne songeant qu'à elle seule au monde, et trop contente d'elle-même, quand par quelques ruses elle avait obtenu quelques avantages. Le pauvre Édouard. Elle ne savait pas elle-même comment elle devait le voir, heureux ou malheureux. Elle ne comprenait pas non plus qu'aucune de ses connaissances de Londres ne lui écrivit pour lui annoncer ce mariage, ne lui en dit les particularités. Ni Madame Jenny, ni le colonel, ils lui paraissaient tous coupables, au moins de paresse et de négligence. « Ne voulez-vous pas m'écrire au colonel Brandon, chère mère, et lui rappeler la promesse de venir nous voir ?» dit-elle un matin à Madame Dashwood. « Je l'ai fait, mon ange, la semaine dernière, et comme il ne m'a pas répondu et que je le pressais beaucoup d'arriver, je l'attends d'un jour à l'autre. Je ne serai pas surprise de le voir ce soir ou demain. Faites préparer sa chambre, ma chérie. Combien je me réjouis de le revoir. Il sera fort étonné de trouver Marianne aussi bien. » Il tardait aussi à Elinor de le voir, d'apprendre de lui tout ce qu'il saurait sans doute de monsieur et madame Ferrars. Elle alla faire arranger la chambre destinée aux visites et fit bien car en rentrant au salon, elle vit de la fenêtre un homme à cheval s'avancer. « Le voilà !» s'écria-t-elle, « c'est le colonel !» Sa mère et ses sœurs regardèrent aussi. Il était dans la cour, il descendait de sa monture, et ce n'était pas le colonel Brandon, c'était Édouard en personne. « C'est Édouard, répétait-elle avec émotion et surprise. Pourquoi Édouard rend visite à Elinor, aux demoiselles Dashwood?
Alors qu'il vient de se marier avec Lucie, pourquoi il viendrait voir les demoiselles Dashwood? Elinor est la plus calme, a fait un effort. C'est de voir notre ancien ami qui vient de chez son oncle pour nous voir. Faites entrer, dit Elinor à Thomas. Je vais être calme, je vais être maîtresse de moi-même, je vous en conjure ma mère. Mes sœurs, recevez-le bien sans froideur, sans gêne. Certes, Édouard n'avait pas la contenance d'un heureux époux, il était aussi pâle, aussi ému que celle qui le recevait. Madame Dashwood le salua avec une bienveillance un peu forcée, lui tendit la main et lui souhaita joie et bonheur, mais avec un ton bien différent de sa manière ordinaire. Il rougit et bégaya une réponse inintelligible. Elinor voulut dire comme sa mère, mais elle ne put articuler un mot. Les filles prirent leur ouvrage afin de n'être pas tentées de le regarder. Pour tout au monde, Marianne n'aurait pas adressé la parole au mari de Lucy Steele. Quand Elinor eut cessé de se réjouir du beau temps, de la sécheresse, un silence général suivit. Édouard était visiblement dans le plus grand embarras. Madame Dashwood voulut rompre ce ridicule silence, et elle lui dit « J'espère, monsieur, que madame Ferrars est bien ?»« Très bien, madame. » Un autre silence suivit. Elinor, qui voyait l'excès de son embarras, ne voulait pas y ajouter en ayant l'air de s'en apercevoir. Elle voulut au contraire chercher à le remettre en lui parlant amicalement. Elle fit donc un nouvel effort sur elle-même et lui dit avec un air d'intérêt. « Est-ce que madame Ferrars est à Longstaple ?»« À Long... Non, ma mère est à Londres. »« Je voulais parler, dit Elinor, en prenant aussi son ouvrage, non pas de madame Ferrars la mère, mais de la jeune madame Ferrars. » Elle ne leva pas les yeux, n'osant le regarder. Madame Dashwood et ses deux cadettes, au contraire, tournèrent les yeux sur lui. Il rougit, perplexe. Enfin, après quelques hésitations, il dit « Peut-être voulez-vous parler de la femme de mon frère, madame Robert Ferrars. »« Madame Robert Ferrars ?»« Madame Robert Ferrars. Comment ça, madame Robert Ferrars ?» Alors Robert, il serait marié, mais marié à qui? Très étrange cette histoire. Ce nom fut répété par madame Dashwood et Marianne avec l'accent de la surprise. Elinor ne pouvait prononcer un seul mot, ne savait ce qu'elle entendait, et ses yeux attachés sur lui demandaient une explication. « Peut-être ne savez-vous pas, dit Édouard d'une voix un peu plus ferme. Il me paraît à présent que vous ignorez que mon frère s'est marié dernièrement avec la plus jeune avec mademoiselle Lucy Steele. » Ces paroles furent répétées en écho, excepté par Elinor. Oui, ils se sont mariés la semaine dernière. Robert a épousé Lucy. Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps entre Édouard, Lucy et Robert? Et comment ça se fait que Robert, on savait qu'il avait des vues sur Lucy, comme il l'avait dit bien avant. Même il trouvait ça vraiment étrange que Lucy soit attachée à Édouard, que c'était même du gâchis, qu'il pourrait en faire une femme du monde avec son élégance. Et au final, il a réussi à épouser Lucy. Et on a même bien vu à chaque fois Lucy qui arrêtait pas de parler de Robert en disant qu'il était beaucoup mieux qu'Édouard. Donc c'est incroyable, ils ont fini ensemble. Du coup, c'est une très bonne nouvelle pour Elinor et Édouard qui peuvent enfin se retrouver. Donc Thomas, leur valet, a vu Lucy, mais il a mal vu. Il n'a pas pu apercevoir en fait qu'il s'agissait d'Édouard. Qu'il ne s'agissait pas d'Édouard, mais de Robert Ferrars, en fait, dans le carrosse, quand il a parlé à Lucy. Et tout le monde était persuadé que forcément, Lucy avait épousé Édouard, vu que c'est ce qui est prévu depuis le début. C'est incroyable. Édouard n'a pas épousé Lucy. Je suis super heureuse pour lui. Je ne sais pas pour vous. Elinor sentit qu'elle allait ou se trouver mal ou fondre en larmes. Elle n'eut que la force de se lever et de passer dans la salle à manger. Sa mère, qui l'avait vue pâlir, la suivit immédiatement. Édouard aurait bien voulu en faire autant et fut retenu par Marianne. Il lui prit vivement les deux mains entre les siennes en lui disant « Oh Édouard, oh mon ami, mon frère, dites, répétez encore que vous êtes libre, que Lucy est mariée et que ce n'est pas avec vous. Ah non, grâce au ciel, pas avec moi. Mais Elinor, ah Marianne, s'il est vrai que je suis votre ami, votre frère, conduisez-moi au pied d'Elinor et de votre mère. Je me suis cru rejetée pour toujours quand j'ai vu votre réception. À présent, je retrouve la vie et l'espoir du pardon. » Ils passèrent dans la salle à manger où la mère et la fille pleuraient de joie dans les bras l'une de l'autre. « Oh ma mère, oh mon Elinor, dit Édouard à genoux devant elle. Mon fils, mon cher Édouard, répondirent-elles toutes les deux en même temps. Ces mots lui suffirent. Il se releva pour embrasser Marianne et Margaret et revint auprès de son Elinor.
Pendant longtemps, il n'y eut entre eux que des acclamations de bonheur et de joie. À 4 heures, le déjeuner fut servi et l'heureuse famille réunie autour de la table mangea peu, mais but de bon cœur à l'engagement d'Édouard et d'Élinor. On ne savait qui était le plus content. Cependant, sur la fin du dîner, Élinor pria Édouard de leur raconter les détails d'un événement qu'elles avaient du mal à croire. Par quel miracle Robert, qui blâmait si fort son frère de son engagement avec Lucie, qui le voyait pour cela rejeté de la famille, avait pu se mettre à sa place? Édouard libre de son engagement et sans avoir aucun reproche à se faire, c'était un événement si inespéré, si inattendu qu'elle ne pouvait le comprendre. Il ne peut s'expliquer, dit Édouard, que par le caractère de mon frère, celui de sa femme et le mien, et je demande la permission d'entrer là-dessus dans quelques détails. Chère Élinor, c'est le premier moment où j'ose vous offrir mon cœur. Il faut qu'il vous soit connu en entier jusque dans ses moindres replis, ainsi qu'à votre mère et à vos sœurs. Je dois expier un tort de jeunesse dont j'ai été bien punie par les tourments qu'il m'a donnés. Une fois j'ai craint d'avoir à m'en repentir toute ma vie. Le ciel m'a pardonné sans doute, et je suis bien plus heureux que je n'aurais osé l'espérer. Alors, fin du chapitre 50, c'est une super nouvelle pour Élinor et Édouard. Édouard a pu enfin sortir de son engagement sans aucun reproche. Lucie a épousé Robert. Alors, ce qui est quand même étrange, donc on ne sait pas encore toute l'histoire. On va l'apprendre dans le prochain chapitre. Ce qui est étrange, c'est que Édouard a été renié de la famille. Il a été déshérité parce qu'il épousait Lucie Steele, qui est sans fortune, c'est une fille, comme dirait Madame Ferrare, de bas étage. Et là, au final, Robert, le fils préféré de Madame Ferrare, la mère, épouse Lucie Steele. Alors, est-ce qu'il va avoir le même... est-ce qu'elle va être autant malade, se rendre autant malade, Madame Ferrare? Est-ce qu'elle va le déshériter? Est-ce qu'elle va le renier? Alors ça, peut-être qu'on le saura par la suite. Est-ce qu'Édouard va retrouver sa fortune? Est-ce qu'il va retrouver sa place d'aîné dans la famille, comme il n'a pas épousé Lucie? Ou est-ce que Madame Ferrare sera toujours mécontente de lui? Après, comme elle le préfère moins que Robert, est-ce que ça va changer grand-chose ou pas? Mais ça, c'est une sacrée surprise. Ça veut dire que ça y est, enfin, Élinor et Édouard peuvent être enfin ensemble. Raison et sentiment, chapitre 51. Mon frère n'a qu'une année de moins que moi. La nature, en rapprochant ainsi nos âges, nous avait destinés à cette liaison la plus intime des amitiés. Notre mère semble prendre à tâche d'altérer ce sentiment par la différence extrême qu'a mis entre nous deux. Robert était un très bel enfant et moi tout le contraire. C'est qu'il était plus gentil et moins pleureur parce qu'on ne le contrariait jamais et qu'on faisait toutes ses fantaisies. Il était non seulement le favori de ma mère et fut un enfant gâté, tandis que le pauvre fils aîné, toujours grondé, toujours repoussé, devint de plus en plus triste et maussade. C'était surtout ce titre d'aîné que ma mère ne pouvait supporter. Mon père m'avait laissé maîtresse, il est vrai, de disposer de sa fortune. Mais l'usage, le respect de l'opinion empêchaient de substituer mon frère à mes droits, tant que je ne donnerais pas par mauvaise conduite l'occasion de me déshériter. Dès l'âge de 15 ans, je fus remis aux soins de M. Pratt. C'était un homme simple et bon, assez savant en effet pour m'enseigner ce qu'un jeune homme bien né doit apprendre, mais sans le moindre usage du monde, où jamais il n'avait vécu, et tout à fait hors d'état de me former pour la société. Sa femme était simple et commune, il n'avait pas d'enfants. J'étais leur seul pensionnaire et je me serais ennuyée à périr dans leur maison si ces deux nièces, les jeunes Steele, n'y avaient fait de fréquents séjours. Lucie, du même âge que moi, était très jolie, très vive, très agaçante, et du premier moment décida que le pensionnaire de son oncle devait être son amoureux et son mari, et fit tout ce qu'il fallait pour y réussir. J'étais dans l'âge où le cœur s'ouvre à toutes les impressions. Le mien, naturellement très aimant, ne demandait qu'à se donner, et n'en avait pas encore trouvé l'occasion. Toujours repoussé, toujours humilié chez ma mère, la première personne qui me témoignait un intérêt vif, qui parut me compter pour quelque chose qui ne m'épargnait pas des flatteries de tout genre, dut me paraître un ange du ciel. Il n'est pas étonnant qu'en peu de temps je crus être, ou je fus réellement peut-être passionnément amoureux. C'était la première jeune personne que je voyais familièrement. Naturellement, honnête, timide, mon seul projet était de l'épouser dès que je serais en âge. Je lui en donnai 1000 fois l'assurance et de vive voix et par écrit. Lucie m'aimait-elle alors comme je l'aimais, où l'espoir de partager ma fortune et de briller à Londres était son seul mobile? Elle jouait si naturellement l'amour passionné et désintéressé que même depuis que j'ai été éclairée sur ses défauts, je n'eus jamais le moindre soupçon sur ses sentiments. Je passai 3 ans chez M. Pratt, j'en avais 18, quand mes tuteurs exigèrent de ma mère que je fusse rappelée chez elle.
je partis, formant le projet d'une constance éternelle, la jurant à Lucie. Je suis convaincue que si ma mère m'avait alors voué à quelque état qui demandait de l'activité ou de la réflexion, que si mon temps avait été employé de manière à me tenir au moins quelques mois éloignée de Lucie, j'aurais fini comme tous les jeunes gens de mon âge par oublier cette inclination d'enfance. Ma mère ne songe pas même à me présenter dans le monde et me laissa absolument livrée à moi-même et à mon oisiveté. Robert au contraire était de toutes les sociétés et donnait dans tous les travers extravagants de la mode. L'excès de sa fatuité m'inspira naturellement une extrême aversion pour son genre de vie et me rendit toujours plus sauvage, plus réservée. Ma mère ne faisant rien pour me rendre la maison agréable, abandonnée à moi-même, ne trouvant dans mon frère ni un compagnon ni un ami, j'aurais pu facilement chercher des distractions dangereuses, mais la seule que je me permettais était de fréquents voyages à Longstaple, que je regardais comme ma demeure, et ceux qui l'habitaient comme ma famille, où j'étais toujours bienvenue, où Lucie me paraissait toujours plus tendre, plus aimable. C'était encore la seule femme que j'eusse vue. Je ne pouvais donc faire aucune comparaison, ni apercevoir d'aucun de ses défauts. Donc on peut comprendre que du coup ils avaient un engagement très fort parce qu'il a connu que Lucie en tant que femme et donc sa petite sœur Marie. Mais connaissant Lucie et vu comment elle est, qu'elle flatte et que je pense qu'elle avait prévu, comme il l'a dit, que ça serait son mari, je pense qu'elle a tout fait pour l'accaparer. Et comme il connaissait, comme c'était la seule femme qu'il connaissait, il s'est fait prendre au jeu. Et comme il le dit si bien, vu que sa mère l'a rejeté, et en fait il se sentait enfin aimé par une personne, par Lucie. Et c'est pour ça qu'il a eu un fort engagement auprès d'elle. C'est ce qui explique du coup son comportement et la différence de comportement entre Robert qui est complètement pédant, qui est tout le contraire en fait d'Edward, qui est réservé, plutôt timide, qui n'aime pas du tout la société. Quand j'eus 19 ans, on crut convenable de me faire passer 1 ou 2 ans à l'université d'Oxford. Mon frère était alors à Westminster. Ce fut pendant ce temps que notre sœur Fanny, avec qui je m'étais cependant assez liée pendant les dernières années, épousa votre frère, Monsieur John Dashwood. Lorsqu'à 21 ans je quittai Oxford, mon premier soin fut d'aller la voir à Norland, dont il venait d'hériter. C'est là que, voyant continuellement la plus aimable des femmes, donc là il parle d'Elinor, je sentis que ce que j'avais pris jusqu'alors pour de l'amour n'était qu'une effervescence de jeunesse, et que j'avais trouvé l'objet qui doit m'attacher pour la vie. Chacune des perfections d'Elinor me découvrait un défaut dans Lucie, dans celle avec qui j'étais engagée et qui devait être ma compagne. Avant de venir à Norland, déjà comme s'il y eût un pressentiment, Lucie m'avait paru moins aimable. Elle écrit mal, son style est commun, dépourvu d'idées, son orthographe est mauvaise, et notre correspondance soutenue pendant que j'étais à Oxford avait plutôt affaibli qu'augmenté mon amour. Pouvais-je, chère Elinor, dans ces circonstances, vous offrir un cœur qui ne tarda pas à vous appartenir en entier? J'aurais dû vous fuir sans doute. Je connaissais trop mon peu de moyens de plaire pour imaginer qu'il y eût quelque danger pour vous. Après votre départ pour Barton et le vide affreux, le désespoir que j'éprouvais loin de vous, me suggérèrent une démarche qui devait me rendre la liberté. C'était de parler à Lucie avec franchise de l'état de mon cœur. Je cédai à cette idée après quelques combats, et préférant lui parler moi-même. Lucie dut voir combien je vous adorais sans vous l'avoir jamais dit. Elle dut voir combien je serais malheureux séparé de vous, unie à une autre femme. Alors Lucie mit tout en jeu. Larmes, évanouissements, tendresse, reproches, prières, menaces, rien ne fut négligé. Ah bah, connaissant Lucie, son comportement, oui en effet, ça nous étonne pas du tout. Enfin, le résultat de cette visite, où j'avais espéré mon bonheur, fut de renouveler mes engagements envers elle et de la quitter le plus infortuné des hommes. En partant, elle me mit au doigt un anneau de ses cheveux et me fit jurer de le porter. Vous daignerez peut-être vous rappeler, mon Elinor, l'état où j'étais lorsque je vins à la chaumière. Vous savez le reste. Comment Anne trahit notre secret et comment ma mère, en voulant m'obliger à épouser mademoiselle Morton, me força à déclarer moi-même mes anciens engagements envers Lucie. Je savais par elle qu'ils étaient connus de vous. Elle m'avait assuré que vous y preniez intérêt et que vous les regardiez comme sacrés. Ah, cela seul m'aurait engagé à les tenir. Mon seul dédommagement était de mériter votre estime. Je me résignai donc à mon sort, et je fis le sacrifice de ma famille, de ma fortune et de toutes mes espérances de bonheur sur cette terre à une personne que je n'aimais plus, et qui, par ses procédés avec vous, m'avait dévoilé son caractère. Ah, donc maintenant on comprend pourquoi. En fait, il a parlé à Lucie, il voulait se désengager, mais elle a tout fait en disant « Non, tu t'es engagé avec moi depuis qu'on a l'âge de... » Depuis l'âge de 15 ans, il est engagé avec Lucie. Il lui a quand même parlé en disant qu'il ne l'aimait plus, qu'il était donc amoureux d'Elinor. Elle, furieuse, connaissant Lucie, donc elle a utilisé, comme il le dit,
tout en jeu, toutes ses manières. Et au final, il a obtenu que le renouvellement de ses engagements. Et même donc la bague avec l'anneau de cheveux, donc en fait elle est d'ici cette bague d'anneau de cheveux qu'on comprenait pas. Et comme Anne a trahi ses engagements et qu'en plus ils étaient connus, c'est pour ça que Lucy en a parlé à Elinor. Parce que elle, de son côté, elle savait que Edward était amoureux d'Elinor. Elinor l'ignorait. Je pense qu'elle savait qu'Elinor était amoureux d'Edward, même si elle ne l'a pas dit clairement. Mais le fait de dire qu'elle est engagée avec Edward depuis des années, qu'ils se connaissent depuis très longtemps, parce que c'est l'oncle du tuteur d'Edward, qu'elle y allait très souvent, qu'ils étaient engagés. Donc elle a joué sur ce terrain-là. Et Edward, sachant qu'il savait que Lucy en avait parlé directement à Elinor, qu'elle le savait, qu'Elinor prenait cet engagement comme sacré, il ne pouvait se désengager comme ça d'une façon sans reproche en fait. Et il voulait à tout prix mériter l'estime d'Elinor. Et donc pour ce faire, il se sentait obligé d'accepter l'engagement avec Lucy, d'y aller jusqu'au bout, même s'il savait pertinemment au fond de lui qu'il ne l'aimait pas du tout, bien au contraire. Voilà mon histoire, celle de mon frère et de Lucy, mais moins connue. Je ne puis en juger que d'après leur caractère et les lettres qu'ils m'ont écrites et que je vous montrerai. La pensée que j'avais pu plaire à une jolie femme a dû naturellement exciter sa vanité et lui donner l'idée de l'emporter sur moi et de m'enlever cette conquête. Quand Lucy alla demeurer chez ma sœur, je la blâmais d'avoir accepté l'offre qu'on lui avait faite d'y séjourner quelque temps, et j'eus soin de m'y trouver très peu. Robert, au contraire, y était sans cesse. Il ignorait notre liaison, mais certainement Lucy lui plaisait, parce qu'elle avait encensé sa vanité en le flattant avec excès. Sans doute aussi son élégance et son jargon plaisaient-ils davantage à Lucy que ma timide simplicité. La grande découverte arriva, je fus déshéritée. Ma mère donna tout de suite à Robert ce qu'elle me destinait, et dès lors, il plut encore davantage à une femme vaine, intéressée, qui forma le projet de chercher à se l'attacher, mais en me ménageant encore pour le cas où elle ne pourrait réussir. Mon absence lui donnait la facilité de suivre à merveille ce double plan. Je lui avais déclaré que notre mariage n'aurait lieu que lorsque je serais consacrée et que j'aurais un presbytère. La générosité du colonel Brandon a levé cet obstacle. Vous avez été chargé de me l'apprendre et vous avez dû voir que j'en étais plus peinée que satisfait. Mais je n'étais pas encore dans les ordres et je suis partie pour Oxford. Lucy m'écrivait et ses lettres n'étaient ni moins tendres ni moins fréquentes qu'à l'ordinaire. Je n'avais donc pas le moindre soupçon du bonheur qui m'attendait de ma délivrance lorsque tout à coup je reçus celle-ci. Édouard les sortit de son portefeuille et les présenta. Mon cher Édouard, ayant appris par vous-même que je n'étais plus depuis longtemps le premier objet de vos affections, j'ai cru qu'il m'était permis de donner les miennes à un autre, qui en sent mieux le prix que vous, et veut bien m'assurer qu'aucune femme ne lui plaît autant que moi. De mon côté, je suis convaincue que lui seul peut me rendre heureuse. Ainsi, en épousant le cadet au lieu de l'aîné, j'assure le bonheur de 3 personnes, le vôtre, le mien, et celui de mon cher Robert, à qui je viens de jurer à l'autel amour et fidélité. Robert m'assure que sa mère ne lui a jamais rien refusé, qu'elle ne peut se passer de le voir, et j'ai donc bien plus de chances de la voir ainsi et de lui plaire que je n'en aurais eu avec vous. D'ailleurs, mon mari a déjà une jolie fortune assurée et nous pouvons mieux nous passer de l'héritage de Madame Ferrare. Nous partons à l'instant, en Devonshire où nous passerons quelques semaines. J'ai brûlé toutes vos lettres et je vous prie d'en faire autant des miennes. Mais je pense que mon beau-frère voudra bien me laisser son portrait, de même que je le prie de garder l'anneau de mes cheveux en souvenir de son ancienne amie et sœur, Lucy Ferrare. Elle aimait vraiment pas possible, Lucy. Elle se dit c'est bon, comme il l'a dit en fait, elle a joué un double jeu, elle a joué un double plan. Quand elle était donc chez Fanny, elle en a profité pour faire sa coquette devant Robert et de le mettre dans sa poche, mais en même temps de l'autre côté avec Édouard, elle était toujours gentille, mielleuse en disant que si avec Robert ça fonctionne pas, je serai toujours quand même avec Édouard, donc j'aurais quand même gagné surtout face à Elinor. Même si bon, on n'aura pas beaucoup de sous et on sera dans un presbytère plutôt loin. Mais en tout cas, j'ai toujours un mari de côté, quoi. Et comme elle vient de le dire, elle dit avec Robert, j'aurai plus de chances de séduire Madame Ferrare, de la voir beaucoup plus souvent comme elle ne peut rien refuser à Robert. Et il a une jolie fortune parce qu'il a récupéré les sous d'Édouard. Donc forcément, il a une jolie fortune. Donc elle dit qu'elle a brûlé toutes ses lettres qu'elle a reçues. Par contre, elle va garder du coup maintenant le portrait de son beau-frère, parce que c'est devenu son beau-frère. Et que lui peut garder l'anneau de ses cheveux. Bon, je pense qu'il ne le gardera pas, l'anneau de ses cheveux. Je pense qu'il va le brûler ou le jeter et puis qu'il en a rien à faire. Maintenant, celle de Robert était plus courte.
Vous ne m'en voudrez pas, Édouard, si je vous ai enlevé votre belle conquête. Ce n'est d'honneur, pas ma faute. Si la nature et l'éducation m'ont donné plus de moyens de plaire. Je crois d'ailleurs que Lucie et moi avons été formés l'un pour l'autre, même âge, même goût. Elle est vraiment charmante, ma petite Lucie, et formée par moi, elle effacera l'hiver prochain toutes nos beautés à la mode. C'eût été un meurtre que de l'ensevelir dans un presbytère. Au reste, à présent, vous pourrez renoncer à embrasser ce saint état, pour lequel je crois cependant une vocation toute particulière. Adieu donc, mon cher pasteur, vous m'avez donné l'exemple de la désobéissance à nos parents, et je l'ai suivi. Vraiment, je trouve très doux, quand on n'est plus enfant, de faire sa volonté plutôt que celle des autres. Et vous aviez bien raison, ma mère m'en a donné les moyens, j'en profite, et j'ai sans doute votre approbation. Votre heureux frère, Robert Ferrard. Comme il vient de le dire, il dit qu'il a enlevé la conquête, cette belle conquête à Édouard. Il était quand même jaloux d'Édouard et de la fille avec qui il a pu être engagé. Il pensait pas qu'Édouard aurait pu s'engager avec une fille aussi jolie. Et il dit qu'il a beaucoup plus d'honneur et beaucoup plus de moyens de plaire, soi-disant. Et qu'ils sont formés l'un pour l'autre parce que Lucie et lui ont le même âge, donc les mêmes goûts, ça on n'en a pas de doute. Et il dit que formés par lui, Lucie effacera l'hiver prochain toutes les beautés à la mode. Donc pour lui, en fait, c'est vraiment, Lucie, c'est devenu un trophée. Elle est très belle, il va tout faire pour la mettre en avant au niveau de la société. Et c'est ce qu'elle veut, Lucie, justement. C'est être vue, d'être particulièrement jolie, d'être mise en avant, comme elle l'a dit de toute façon. Avec Édouard, si elle était mariée avec lui, elle aurait tout fait pour gagner de l'argent, de tout mettre de côté pour partir l'hiver à Londres, pour être la plus belle, la plus coquette et se montrer. Et lui, il dit, ça aurait été un meurtre que de l'ensevelir dans un presbytère. Et puis il fait son petit clin d'œil en disant, vous êtes plus obligé d'être pasteur, mais je te vois bien pasteur. Et puis il dit, adieu donc, mon cher pasteur. Donc en gros, allez voilà, fais-toi pasteur quand même, reste dans un coin. Et il lui dit, vous m'avez donné exemple de la désobéissance à nos parents, et je l'ai suivi. Il doit dire, bon, étant donné qu'Édouard l'a fait une fois, elle l'a déshérité, elle l'a renié, maintenant si c'est moi qui le fais, bon c'est bon, la pilule est déjà passée une fois, je passe derrière, je refais la même chose, mais étant donné que ma mère me préfère, ça va passer comme une lettre à poste. Ça va pas se voir et... elle sera beaucoup plus aimable vu qu'elle l'a déjà vécu une fois. En gros, je pense que c'est ça qu'il doit dire. Comme elle l'a déjà vécu une fois avec Édouard, si je refais la même bêtise, ça passera facile quoi. Marianne dit, il m'est impossible de ne pas remarquer combien votre mère a été punie parce qu'elle a eu tort. L'indépendance qu'elle a donnée à Robert par ressentiment contre vous s'est entièrement retournée contre elle. Il est vraiment assez plaisant qu'elle ait donné 1000 livres de revenus à l'un de ses fils pour qu'il fît exactement la même faute pour laquelle elle a déshérité l'autre, car je suppose qu'elle sera aussi blessée du mariage de Robert qu'elle l'avait été du vôtre. Elle le sera bien davantage, dit Édouard. Et comme Robert a toujours été son favori, sa faute sera plus vite pardonnée. Voilà, Robert, il le sait... Édouard le sait pertinemment que même s'il a fait la même faute, comme c'est le fils préféré de sa mère, elle le pardonnera forcément et plus rapidement. Peut-être, dit Elinor, trouvera-t-elle votre second choix aussi mauvais que le premier? Avez-vous communiqué vos intentions à quelqu'un de votre famille? Non, pas encore, cher ami. Ma première pensée après avoir reçu la lettre de Lucie fut de me mettre en route pour Barton par le plus court chemin. J'ai quitté Oxford le lendemain. Je voulais avant tout, mon Elinor, obtenir votre aveu et celui de votre mère. Et là, je suis à présent un bien pauvre parti, un ministre de village avec 200 ou 300 livres de revenus. Il fallait lui expliquer ensuite comment on l'avait cru marié et comment Thomas avait rencontré Lucie et Robert. Ce récit excita de nouveau son indignation contre sa belle-sœur qui s'était certainement fait un jeu de tromper un moment Elinor en lui faisant croire qu'elle avait épousé Édouard. Mais c'est tout à fait ça. Édouard, il a complètement cerné Lucie. Je crus de mon devoir poursuivi Édouard lorsque je fus déshéritée de lui donner encore l'option d'annuler ou de continuer nos engagements. En persistant à vouloir m'épouser, elle semblait me prouver une affection vive et désintéressée, donc je fus entièrement dupe, et qui me donna des remords. Encore à présent, je ne puis comprendre pourquoi elle s'obstinait à enchaîner un homme qu'elle n'aimait pas. Non, dit Marianne, mais il pouvait arriver un événement dans votre famille qui vous remit à votre place. Elle ne risquait rien pour elle-même puisqu'elle a prouvé qu'elle se croyait en pleine liberté. Votre nom seul lui donnait un grand relief parmi les siens.
Edward apprit avec plaisir que Colonel Brandon était attendu à la chaumière. Il était charmé d'une prompte occasion de le remercier mieux qu'il ne l'avait fait encore. À présent, dit-il, on ne pourrait jamais témoigner assez à celui qui assure mon bonheur. Sans asile et presque sans revenu, aurais-je osé demander cette main chérie. Sans asile, dit Madame Dashwood, n'auriez-vous pas pu vivre ici avec nous? Le gendre qui rendra mon Elinor heureuse, comme elle le mérite de l'être, sera toujours assez riche pour moi, et je partagerai avec lui le peu que je possède. Elinor va embrasser son excellente mère. Édouard n'était pas sans espérance que sa mère ne fît à présent quelque chose pour lui. Édouard fut invité par Madame Dashwood à passer 8 jours à la chaumière, et l'on juge s'il accepta avec transport et si Elinor fut heureuse. Mais leur caractère à tous les deux ne donnait pas beaucoup d'expansion à leur bonheur. Ils en jouissaient en silence. Et que de rebondissements dans cet épisode. Lucie a fini avec Robert, ils sont tous les deux pareils, aussi pédants, aussi égoïstes. Ils ne pensent qu'à l'argent, à la façon de se montrer en société, à la mode est très jolie, tout dans le paraître. Donc Robert a fait la même bêtise qu'Edward, mais comme le dit Edward, il sera plus vite pardonné par sa mère comme c'est le fils chouchou. Enfin, Elinor et Edward se retrouvent, ils sont ensemble, il a fait sa demande officielle. Donc une fin heureuse pour Elinor et Edward, j'en suis très contente, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait vraiment très plaisir par tout ce qui sont passés et surtout par tous les jeux et les doubles plans perfides de Lucie. En fait, celle qui est le plus à plaindre, c'est Madame Ferrars mère, qui était complètement en colère par le choix d'Edward d'épouser Lucie, qu'elle le déshérite, qu'elle le renie, et au final, c'est Robert qui fait la même bêtise et qui épouse en plus Lucie, mais pour de vrai. Donc elle est vraiment à plaindre parce que ces deux fils ont fait la même bêtise. Il laisse de côté Mademoiselle Morton qui a plus de 30 000 livres. Donc hâte de savoir la réaction de Madame Ferrars avec cette grande nouvelle. Je pense que le colonel et Madame Jennings vont être très heureux de cette nouvelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes aussi très heureux d'apprendre qu'Edward et Elinor sont enfin ensemble. Et on se retrouve pour le dernier chapitre de Raison et Sentiments la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.